Il y a 100 ans disparaissait Marcel Proust, l'auteur de l'une des œuvres les plus admirées de la littérature universelle, À la recherche du temps perdu. Commencé en 1913 avec Du côté de chez Swann, la publication du roman ne fut achevée qu'en 1927 avec Le temps retrouvé, sans que l'écrivain, mort le 18 novembre 1922, ait pu revoir les derniers volumes. Un siècle plus tard, le lecteur dispose de nombreuses voies d'entrée dans ce roman monumental d'une richesse inépuisable, édition courante et savante, adaptation cinématographique, enregistrement, documentaire et hommages, auxquels s'ajoute une bibliographie en perpétuelle expansion. Si une telle abondance contribue à la légende, elle peut aussi intimider. Cette exposition invite à lire ou à relire le texte pas à pas en suivant la progression des tomes parus du vivant de Marcel Proust ou prévus par lui, en donnant à voir la fabrique de certains des épisodes les plus emblématiques, en s'efforçant de restituer le travail d'invention et de composition, de la première à la dernière phrase. Grâce à l'exceptionnel fonds Proust conservé au département des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France depuis 1962 et à ses plus récentes acquisitions, grâce aux trésors provenant d'autres collections publiques et particulières rassemblés et confrontés ici pour la première fois, grâce aussi aux derniers résultats de la recherche sur l'œuvre et son auteur, c'est une traversée inédite de ce chef-d'œuvre qui est aujourd'hui possible. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Un narrateur dont nous ne connaîtrons jamais le nom se souvient de ses réveils, de ses sensations dans le demi-sommeil. Il se souvient des chambres dans lesquelles il a dormi, des personnes qu'il a connues. Dès la première phrase, il s'adresse directement à nous, par le miracle du passé composé. Le récit est lancé. Il aura fallu plusieurs années à l'écrivain pour opérer la métamorphose, pour que Le temps. Où je me couchais tous les soirs de bonne heure. Du contre Sainte-Beuve devienne la célébrissime première phrase de Du côté de chez Swann. Du côté de chez Swann, publié en 1913, est le récit par le narrateur de son enfance provinciale puis parisienne, où s'intercale celui de la passion jalouse éprouvée des années plus tôt par Charles Swann pour une demi-mondaine. Il se divise en 3 parties, Combray, un amour de Swann, nom de pays, le nom. Certains des épisodes les plus fameux figuraient déjà dans le roman de jeunesse abandonné Jean Santeuil. Le baiser du soir, la lanterne magique, une petite phrase de musique. Mais non pas encore la célèbre Petite Madeleine, qui ouvre, pour le narrateur et le lecteur après lui, les portes du souvenir. 30 cahiers manuscrits au moins, plusieurs séries de dactylographie et une soixantaine de placards corrigés auront été nécessaires à la genèse du livre. Proust écrit. Swann est une démonstration. Comme j'ai un grand nombre de thèmes à exposer ou de chevaux à faire partir, il y a un peu d'encombrement au départ. Mais croire que c'est écrit au hasard des souvenirs. Tome le plus lumineux du roman, À l'ombre des jeunes filles en fleurs est aussi celui de tous les apprentissages.
Du point de vue amoureux, c'est, à Paris, l'échec de la romance avec Gilberte Swann à Balbec, c'est l'apparition prometteuse d'une « petite bande » de jeunes filles dont se détache une certaine Albertine. Sur la scène mondaine, de surprenantes rencontres se succèdent, dont celle du charmant Robert de Saint-Loup et de l'incompréhensible baron de Charlus, membre de l'illustre famille des Guermantes, ou encore celle du grand peintre Elstir. Mis en vente en 1919 et couronné par le prix Goncourt, À l'ombre des jeunes filles en fleurs a été révisé par Proust sur plusieurs séries de placards d'imprimerie, dont son nouvel éditeur, la Nouvelle Revue Française, a tiré de spectaculaires planches qui nourriront en 1920 une édition de luxe. Le côté de Guermantes incarne la poésie des noms. À Paris, où sa famille a emménagé dans un appartement dépendant de l'hôtel de Guermantes, le héros cherche à connaître la duchesse, dont le nom l'émerveille. Le contraste entre la poésie des noms et la banalité des personnes qui les portent était exposé dès les 75 feuillets. Il fonde la symétrie entre le côté de Guermantes 1, où le héros aspire à être reçu dans le faubourg Saint-Germain, et le côté de Guermantes 2, où, une fois introduit, il éprouve une profonde déception. Au printemps de 1914, Proust décida que le récit de la maladie et de la mort de la grand-mère séparerait ces deux versants de la mondanité. Le côté de Guermantes 2, Sodome et Gomorrhe 1, est un volume curieusement équilibré, tournant de l'œuvre. Le début est consacré à la maladie et à la mort de la grand-mère, comme un épilogue du côté de Guermantes 1. Puis le héros poursuit plusieurs femmes, Albertine, Madame de Stermaria. Invité à dîner par la duchesse de Guermantes, il atteint la pleine réussite mondaine. Ainsi se terminent les années inutiles. La fin du volume, Péripéties capitales mises au net au printemps de 1916, relate la découverte de l'homosexualité du baron de Charlus par le héros lors d'une scène de voyeurisme. C'est un prologue. Proust, une fois son héros revenu du grand monde, bascule dans la longue épopée de Sodome et Gomorrhe, qui occupera plusieurs volumes. Deux grandes parties composent ce volume. La soirée chez la princesse de Guermantes, triomphe mondain du héros, et le second séjour à Balbec, au cours duquel naissent ses soupçons sur les mœurs d'Albertine. Ouvert dans le chagrin du deuil de la grand-mère, le séjour à Balbec se clôt sur l'idée terrifiante qu'Albertine a connu intimement Mademoiselle Vinteuil. Proust avait eu le loisir de remanier toute la suite de son roman durant la guerre. Il esquisse en 1915 le second séjour à Balbec dans ses cahiers de brouillon. En 1916, le manuscrit de Sodome et Gomorrhe 2 est mis au net. Amplifié ensuite sur les dactylographies, le texte ne connut plus de bouleversement. Les 3 volumes de Sodome et Gomorrhe 2, publiés en mai 1922, sont les derniers dont l'écrivain corrigea les épreuves et qui parurent de son vivant. La prisonnière et Albertine disparue, publié à titre posthume, formait dans l'esprit de Proust un tome unique, Sodome et Gomorrhe 3. Proust le rédige pendant la guerre dans une série de 4, puis 8 cahiers. Leur dactylographie de plus de 1000 pages est profondément remaniée durant l'été et l'automne de 1922 sans que la révision soit achevée. Dans Sodome et Gomorrhe 3, le lecteur découvre le début de la déchéance mondaine du baron de Charlus, banni du salon des Verdurins après qu'ait joué le septuor de Vinteuil, le jour même de la mort de l'écrivain Bergotte. Le héros oscille entre jalousie et indifférence pour sa prisonnière, Albertine, qui finit par lui échapper et meurt accidentellement.
Il part enfin pour Venise avec sa mère, autre moment d'éblouissement esthétique après l'écoute du Septuor. À l'automne de 1922, Marcel Proust, déjà très affaibli par un asthme chronique, contracte une pneumonie et refuse tous les soins. Vers la fin d'octobre, il dessine les contours d'une Albertine disparue ramassée en 2 chapitres. Et, au début de novembre, fait parvenir à son éditeur Gaston Gallimard la dactylographie corrigée de La prisonnière, première partie de Sodome et Gomorrhe 3. Il s'éteint le 18 novembre. La nuit précédente, il dictait encore à sa gouvernante Céleste Albaret des ajoutages pour la mort de Bergotte, évoquait l'incroyable frivolité des mourants, et griffonnait sur une enveloppe des notes pour la suite d'Albertine disparue. Publié dans la Nouvelle Revue Française du 1er décembre, quelques jours après sa mort, l'annonce du plan qu'il prévoyait pour la suite et la fin de la recherche du temps perdu montre qu'il aura tenu, jusqu'au bout, à la construction de son œuvre. Proust aura beaucoup changé d'avis sur la répartition de la matière de Sodome et Gomorrhe. Cependant, il n'aura jamais varié sur son envergure, qui, dès le plan de 1918, occupe tout l'espace romanesque entre le côté de Guermantes et le temps retrouvé. Sodome et Gomorrhe 3 s'achevait au départ de Venise par la nouvelle du mariage de Gilberte Swann et de Robert de Saint-Loup. La suite des Sodome et Gomorrhe culmine dans la découverte de l'homosexualité de ce dernier, et l'épisode des plaisirs masochistes de Charlus pendant la guerre, sous les bombardements de la nouvelle ville maudite. La dernière rencontre du héros avec le couple formé par le baron vieilli et son amant Jupien fait écho à leur conjonction surprise des années plus tôt. Ainsi se referme le cercle de Sodome, juste avant le temps retrouvé. Dans une image finale saisissante, Proust juge les hommes, ces géants plongés dans les années, sur les immenses échasses du temps, dont ils finissent par tomber. Les derniers mots du livre. Dans le temps, rejoignent le premier longtemps, invitant à une relecture indéfinie. Ce n'est pas juste avant de mourir, en 1922, selon une légende posthume tenace, mais peut-être dès 1917, que Proust aurait lancé à Céleste Albaret la phrase fameuse. J'ai mis le mot fin. Employant les 5 dernières années de sa vie à conduire aussi loin que possible l'édition de son livre, il n'aura pas le temps d'en relire la dernière phrase,
que les éditeurs successifs du Temps retrouvé devront en partie dégager de ces ratures. Lui-même, après l'avoir inscrite, la prolongera immédiatement, comme s'il était impossible d'arrêter d'écrire.